Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Allô, je suis Hélène, en compagnie de... Anthony. Oui, oui, Anthony est de retour pour l'épisode d'Halloween parce que Mel est malade. Sa petite fille est pognée de quoi à la garderie et ensuite Mel l'a pognée, alors vivement les garderies. Alors on va laisser Mel se reposer. Et moi, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Tan, tan, tan. Ben oui, et de retour à la demande générale. Écoute, j'ai tellement eu de bons commentaires sur notre épisode ensemble, Anto, qu'on a fait à l'hiver passé. Les gens ont adoré ta voix radiophonique. Ben, vous me voyez flatté, chers auditeurs. Et je suis très contente de faire ça avec toi. Et Angela aussi, évidemment, qui est avec nous. Qui a fait la sieste pendant qu'on installait le setup, mais qui a décidé de se réveiller pour l'enregistrement. Oui, juste au moment où on commençait. Alors, vous entendrez ses commentaires. On va juste espérer que le party pogne pas trop fort. Ouais. OK. Alors, nouvelle. Oui, c'est ça. Bon, pour la merch, vu que Mel a été malade et tout, excusez, c'est pas encore fait. Ça s'en vient. On check ça. J'ai hâte, j'ai besoin de nouveaux linges d'ailleurs. Oh. Moi, j'ai le droit de porter ma propre merch? Je pense que c'est 100% légal et même recommandé. OK. On appelle ça du marketing? Du Ouais. placement de produits? Placement de Oui. Comme tu as si bien fait dans District 31 en portant ton propre logo de streamer. Exactement, Gino exactement. Palourde. Il ne faut pas négliger l'autopromotion. Oui, exactement. C'est ce qu'on disait, Angela. Oui, Angela est d'accord avec ce qu'on dit. Alors, sinon, dans les petits potins... Écoute, j'ai reçu plein de positifs sur Saint-Jérôme parce qu'on l'a demandé, parce que Mel l'a demandé. Mais là, Mel n'est pas là, fait que je pense que je vais attendre pour les lire. Fait que si vous avez d'autres positifs sur Saint-Jérôme, envoyez-les nous, je vais lui dire la prochaine fois. Mais pourquoi tant de positifs? Parce que Mel, elle aime pas Saint-Jérôme? Non, mais c'est juste que on a tellement reçu d'histoires trash sur Saint-Jérôme. Fait que là, on n'arrête pas de dire comme, voyons donc, c'est donc ben trash Saint-Jérôme. Fait que là, Mel, la dernière fois, elle était comme, bon, là, il peut-tu avoir du positif? Fait que là, oui, il y a du positif à Saint-Jérôme, on me l'a confirmé. Super. Félicitations à tous les Saint-Gérins. Saint-Géromois? Saint-Géromois? Je sais pas. Saint-Géromiens? Je dis n'importe quoi. Saint-Gémois? Saint-Gémois? Oui. Donnez-nous la réponse dans les commentaires. Oui. Sinon, crime de potin. Bon, beaucoup. On a tellement eu de commentaires de gens qui nous ont écrit pour l'épisode de Cédrica Provencher, qui était le dernier épisode. Les gens ont vraiment aimé l'épisode. Gros épisode. Et, Gros sujet, ouais. Gros sujet, oui. Et c'est ça, il y a plusieurs auditeurs qui m'ont dit, je savais pas, mais dans le fond, l'endroit où ils ont trouvé le corps de Cédrica, encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont déposer des toutous, des fleurs. Il y a comme vraiment comme un petit... Ah ouais, un- encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui, je trouve ça vraiment, vraiment très touchant. Alors, je trouvais que c'était un petit positif, un petit crime de potin positif à dire. Sinon, il y a quelqu'un qui travaille là, dans le milieu policier qui m'a confirmé qu'il n'y a pas... il n'y a pas de temps à attendre pour déclarer quelqu'un disparu. C'est vraiment une genre de légende urbaine, ou peut-être que ça a déjà été le cas il y a très, très longtemps, que, mettons, il fallait que tu attendes 48 heures avant de déclarer OK. quelqu'un comme étant disparu. C'est pas vrai. Il y a pas Ça de... pourrait être dès que, tu sais, je sais pas, mon enfant n'est pas revenu de l'école Oui, là, c'est directement, ça. on Ouais. appelle, j'ai Ouais. un doute. Ou... Ouais. Et pour les adultes aussi, tu sais. Parce que les enfants, souvent, la police, effectivement, tu sais, quand c'est un jeune enfant, il est pas revenu de l'école, Est-ce qu'il est chez un ami? Est-ce que... ils vont souvent réagir plus vite, mais pour les adultes, non plus. Il n'y a pas de temps à attendre. Si tu penses que c'est pas normal de ne pas avoir de nouvelles d'une personne dans la journée même, tu n'es pas obligé d'attendre le lendemain. Là, OK, c'est bon à savoir. Fait que c'est quand bon à même. savoir, c'est ça, je trouve important de le dire. Alors, si vous avez un doute, mesdames et messieurs, appelez la police, n'attendez pas. C'est nous les intrépides. OK, sinon, bon, épisode d'Halloween. Alors, j'ai reçu quelques histoires. Alors, ce que j'ai pensé, c'est raconter quelque chose de pas trop long pour pouvoir lire un peu de courriel des auditeurs, dans le fond. Mhm. Le courrier du cœur. Courrier du cœur, courrier d'horreur. Le courrier des auditeurs. Non, c'est OK, je vais arrêter. Non, Anthony.
On va vous demander de sortir. Hey, je viens juste d'arriver. OK. Alors, l'histoire que je te raconte aujourd'hui, puis en plus, ben, ça tombe bien que ce soit toi parce que je sais que t'aimes pas les trucs trop troublants de true crime. Là. Mettons, Cédrica, je pense pas que t'aurais aimé ça. Là. Surtout maintenant qu'on a une petite fille. Là. Ouais, j'aime mieux pas trop penser à ces dossiers-là. Ouais. Alors, je t'en raconte une quand même facile à écouter parce que c'est une très vieille histoire. Mhm. C'est le... C'est peut-être la première histoire de true crime québécoise, même. Ah, Est-ce je que pense t'as que une j'ai... idée? Ouais, mais c'est parce que j'ai peut-être vu des divulgateurs sur les onglets d'ordinateur du navigateur. Peut-être. Je te raconte l'histoire de la Corriveau. C'est ce que je me disais. Ah, chouette, mais c'est cool parce que on connaît un peu le mythe, là. Tu sais, on Ouais. sait qu'elle a fini dans une cage, ou on sait pas trop qu'elle a tué ses Mhm. maris. En tout cas, c'est un peu étrange, Mhm. mais en même temps, je connais pas vraiment La l'histoire. vraie histoire. Ouais. D'ailleurs, je sais qu'il y a une comédie musicale qui a été créée et produite par des gens que je connais qui a commencé à tourner là-dessus, Ah ouais. qui s'appelle La soif des corbeaux, je crois, Oh, qui raconte l'histoire de la Corée. C'est très intéressant, très bon. bon. Petit Voilà. placement de produit. Petite pub gratuite. Petite pub gratuite. Oui, alors, bon, mes sources Wikipédia. Merci, Wikipédia. Est-ce que tu as Euh, des témoins oculaires? Sinon, histoireduquebec.ca, leclairerprogrès.ca et anomalie.com. Mhm. Ouais, exact. Alors, l'histoire commence en Nouvelle-France, ce qui est aujourd'hui la ville de Québec. Alors, Marie-Joseph Corriveau. Oui. C'est pas revenu à la mode, hein, Joseph. Tu sais, les vieux noms reviennent à la mode, mais Joseph, pas encore. Donc, c'est le féminin Mais de de Joseph. Ouais. Joseph. Ouais. Je connaissais les Josettes. Ouais, Joseph, c'est plus cute, là. Ouais, ça se peut un peu. Ouais. Mais Joseph Corriveau naît à Saint-Vallier, donc Québec aujourd'hui, en 1733. Son père, Joseph Corriveau, donc le patronyme féminisé de son père Joseph, et Mhm. de Françoise Bolduc. Ouais, selon Wikipédia, elle est la seule des 11 enfants du couple à se rendre jusqu'à l'âge adulte. C'était pas la même game dans ce temps-là. Il paraît que les hivers étaient rudes. Oui, Tabarnouche. ouais, c'est quand même rough, imagine. T'imagines, tu perds 10 enfants avant d'être adulte. Hi. Ouf. Hi. Ouais. C'est ça, c'était la technique. T'en fais beaucoup, puis t'espères qu'il y en a un qui se rend. C'était ça. Ouais, aïe, aïe. Aïe, aïe. En 1749, lorsqu'elle a 16 ans, elle se marie avec Charles Bouchard, un agriculteur de 23 ans. Donc, Charles Bouchard, c'est quand même un nom. Il y en a beaucoup des Charles Bouchard Ouais, aujourd'hui, c'est ça. j'en connais. Là. J'en connais un Charles Bouchard de Québec. Les temps n'ont pas tellement changé. Non. C'est drôle. C'est ça. Donc, elle a seulement 16 ans, mais bon, écoute, à l'époque, c'était quand même normal. 23 ans, c'était pas une si grosse différence d'âge pour l'époque. Fait que... Ils auront 3 enfants ensemble et resteront mariés 11 ans. Jusqu'au décès de Charles en 1760. Fait que, tu sais, il était pas si vieux, là. Il était mi-trentaine, là. Ah, pour moi, c'est la conquête qui l'a tué. Oui, c'est ça. Il y a eu la conquête l'année d'avant, genre. Ouais. Pas mal dans ce temps-là. Il avait le moral bas. Fait que, officiellement, on sait pas de quoi il est mort. Mais, évidemment, les rumeurs du village circulent et beaucoup disent que la Corriveau lui aurait mis du plomb dans l'oreille. Et tabarnouche. Ah oui, du plomb fondu, genre? Ouais. Ouais. Hey. C'est ça la rumeur officielle. OK. Qui serait mort comme ça. Aïe. En 1761, elle se remarie, donc 15 mois plus tard, donc assez rapidement, avec Louis-Étienne Dodier, qui était aussi un agriculteur. Et là, à peine 2 ans après leur mariage, ben,
Étienne est retrouvé mort dans l'écurie avec plusieurs blessures à la tête. Fait que là, au début, c'est Retrouvé mort. Ouais, la Corriveau trouve son mari mort dans l'écurie. Oh non, mon Dieu, mon mari est mort. Alors, C'est pas le petit chaperon rouge là, qui s'est pointé pour maltraiter son mari, là. Non. Je voulais dire le grand méchant loup, mais en tout cas, Oui, bref. j'ai même pas compris ton Il y a un lien dans ma tête qui s'est fait, là. qui est pas clair. Non, mais au sens où il est retrouvé mort avec des blessures, c'est pas une bête sauvage qui s'est pointée. Là, ce qu'elle a dit, puis que la première version qui sort, c'est qu'il a reçu des coups de sabot à la tête. Ouais, Des ouais. coups de sabots de chevaux, puisqu'il était dans l'écurie. Mais là, vu que ça jasait déjà dans le village, que la Corriveau aurait peut-être tué son premier mari, ben là, rapidement, les gens sont comme non, on est pas mal sûr qu'elle l'a assassiné. Fait que là, il y a une enquête qui est déclenchée pour vérifier les causes de la mort de M. Dodier. Mhm. Parce que, tu sais, il n'y a pas... tu sais, j'imagine que c'était agriculteur ou village et tout, je veux dire, il y a quand même il n'y a pas tant de monde que ça qui se promène ou, tu sais, c'est pas comme... Exact, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas c'était quoi la population à l'époque, mais il devait pas avoir beaucoup de monde à Saint-Vallier. Non, mais c'est ça, là. tu sais, si tu croises, tu sais, au sens où il n'y a pas plusieurs personnes qui auraient pu passer par là. Tu sais, il n'y a pas des douzaines de suspects, là, j'imagine, là, tu sais, qui Non. auraient pu passer par là. Non, sûrement pas. Surtout que c'était chez eux, là, tu sais. Mhm. Et aussi, bon, ce qui alimente les rumeurs, c'est que tout le monde savait que les relations entre les époux n'étaient pas super bonnes. Mhm. Et aussi avec Joseph, donc le père de la Corriveau, lui aussi, il s'entendait pas bien avec Étienne Dodier. OK. Fait que personne l'aimait, ce gars-là. Non, c'est ça. Il était pas très bienvenu dans la famille Corriveau, dans le fond. Pauvre petit loup. Oui, il a mal fini, le petit loup. Donc, fait que là, maintenant, c'est les Britanniques qui sont... qui contrôlent la ville de Québec. Donc, les autorités britanniques ordonnent une enquête sur la mort du mari. Finalement, ce que ça donne l'enquête, c'est que Joseph et Marie-Joseph sont arrêtés. Donc, le père et la fille sont arrêtés pour le meurtre Mhm. de Étienne. Donc, le procès a lieu au couvent des Ursulines, qui existe encore aujourd'hui, le 9 avril 1961. À quelle année? 1963. Excusez, je suis perdue dans mes années. Le 9 avril 1963. Et donc, le verdict, c'est Joseph Corriveau qui est reconnu coupable du meurtre de son gendre et qui est condamné à mort. Et Marie-Joseph, elle est seulement déclarée complice et condamnée à recevoir 60 coups de fouet et à être marquée au fer de la lettre M sur la main. Pour meurtrière. Sûrement pour murderer, parce que c'est le britannique. Aïe, des coups de fouet. Ça, dans la vraie vie, ça fait mal. Hein? Oui. Et il y a aussi une nièce de Joseph Corriveau qui s'appelle Isabelle Sylvain, qui était employée chez lui comme servante. Et elle a plusieurs fois changé son témoignage au cours du procès. Fait qu'elle est condamnée pour parjure et à recevoir 30 coups de fouet. Oui, Angela, merci de ton apport. Fait qu'elle est condamnée pour parjure et recevoir 30 coups de fouet et être marquée au fer rouge de la lettre P. Pour parjure. 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 Ouais. Alors, la veille de son exécution, Joseph Corriveau, là, il reçoit la visite d'un référent qui vient le voir en prison. Et c'est là qu'il va se confier, qu'il va se confesser au révérend que c'est pas lui qui a tué Étienne, mais sa fille, et qu'il faisait juste couvrir pour sa fille, dans le fond. Ah ben, l'amour paternel. Ouais. Prêt à mourir pour protéger sa fille qui est une meurtrière. Ouais. Bientôt en série. Bientôt en série. On pourrait supposer. Mais après, c'est un peu l'époque aussi chasse aux sorcières, puis les femmes ont le dos large, donc... Oui. Mais en même temps, bon, les circonstances sont quand même un peu... un peu louches. Ouais, c'est ça, disons que ça... Bon, est-ce qu'il a fait ça pour sauver sa vie à la dernière minute ou c'était vraiment... Sauver sa vie à la dernière minute pour que sa fille en paye le prix? Peut-être. Écoute... Ça dépend de leur sa relation. seule fille vivante. Sa seule fille, en plus, oui. Parce que toutes les autres sont morts. Ouais. Non, moi, je pense que c'était elle, pour vrai,
le cerveau du meurtre, puis lui a juste été complice. Tu sais. Donc, après ça, ben là, le révérend, évidemment, va dire aux autorités ce qu'il a appris. Alors là, il y a une Ah ouais, nouvelle comparution. à l'époque, on n'avait pas le secret professionnel ou secret de la Non, confesse ou ben, ces c'est quand même choses-là. un gros secret, là. Je pense que je l'aurais Ouais, brisé mais aussi. Hein. non, mais le prêtre, il doit. Oui, mais là, il y a un homme innocent qui va mourir. Ouais, mais il a un peu choisi. C'est un peu mis dans la merde lui-même. Mais non, il est allé le dire. OK, OK. Alors là, il y a une nouvelle comparution pour la Corriveau le 15 avril suivant. Alors, Marie-Joseph, cette fois-ci, reconnaît avoir tué son époux OK. de 2 coups de hachette pendant son sommeil. Fait qu'elle l'a tué dans son sommeil, puis elle a Puis après déplacé ça, elle le l'a corps traîné. après. On n'avait pas la même science de. Comment qu'on dit? Il n'y avait pas les mêmes coronaires, mettons. Ouais, non, mais tu sais, la science de. Médico-légal. Ouais, mais il y a un terme qui m'échappe. Sur les scènes de crime, là, c'est l'analyse. Médico-légal? Non, il y a un autre terme que je cherche, mais je le retrouverai. Légiste, je sais pas. C'est le forensic science, mais ça serait Mais c'est médico-légal. médico-légal. C'est la Ouais. traduction, ouais. Bon, ben, alors, je suis peut-être un simple cancre. Donc, c'est ça. Elle l'a tué dans son sommeil, puis ben, peut-être que c'est justement là que son père est rentré. Peut-être que c'est lui qui l'a aidé à déplacer le corps une fois que c'était fait. Peut-être que c'est là-dedans qu'il était complice. Je suis pas sûre de ça. J'invente des affaires. Et c'est ça, ben, dans le fond, son motif, elle dit que c'est que c'était pas c'était un méchant mari là, qui était cruel avec elle. Puis j'ai pas de misère à croire qu'il pouvait avoir de la violence conjugale. Là. Ça devait être assez commun à l'époque. Là. Ouf. Ouais, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de réception. Parce que c'était qui faisait la police de ça, le clergé. Ouais, puis battre sa femme, c'était normal. Là. C'était pas mal vu. C'était pas une. Ça faisait partie de la routine. Ouais, c'est ça. Ça pouvait en faire partie, disons. Ouais. Au moins, les temps changent. Alors, le tribunal la déclare coupable et condamnée à être pendue. Et là, c'est là que toute la légende arrive, mais ce qui a accentué la légende, c'est que son corps devait ensuite être hanged in chains, alors littéralement pendu, enchaîné. Alors, je vais t'expliquer un peu plus tard c'est quoi, là. Ouais, mais il y a l'histoire, quoi. Elle a été mise dans une cage, ou je sais pas trop. Je te raconte ça. Puis on peut retrouver la cage il y a pas si longtemps, en plus. Oui. Je ne dis plus rien. Bon. Quant à Joseph Corriveau et Isabelle Sylvain, la nièce, là, dans le fond, leurs sentences sont invalidées à la suite du deuxième procès. Donc, tous deux sont libérés et reçoivent le 19 avril 1763 un certificat d'innocence signé par le gouverneur Murray. Eh bien. Alors, le 18 avril 1763, la Corriveau est exécutée sur les buttes à Nepveu. Dans le fond, aujourd'hui, c'est la colline parlementaire. Et OK. L'endroit où elle aurait été pendue, c'est pas mal où se trouve le Concorde. OK. Oui, le Concorde, là, c'est l'hôtel avec un restaurant qui tourne, Angela. Exact. Oui. On va y aller un jour. Moi, je trouvais ça bien cool quand j'étais petite. Ah, moi, ça m'impressionnait aussi. Ouais. Je suis jamais allé, mais... Ah non? Ben non. Je n'ai pas de cillerie, moi. Mais non, on y allait pas tous les vendredis soirs. Là. Je pense qu'on est allé genre pour les 60 ans de ma mère. Quoi de même. Alors, c'est ça. Donc, le corps, ensuite, conformément à la sentence, il a été exposé dans les chaînes. Fait que c'est ça. C'est dans une sorte de cage faite comme avec des cercles comme qui entouraient comme les parties du corps. Attends, je te montre une image, puis on va poster une image là, sur nos réseaux sociaux. Je te montre l'image en tout. OK. Oh my God. OK, c'est vraiment comme une espèce de squelette externe de fer qui tient le corps ensemble. Oh mon Dieu, c'est quand même... Ouais, c'est quand même très morbide. Ouais. Pourquoi on voulait tant voir les personnes exécutées? Pourquoi? J'imagine qu'on le ferait encore aujourd'hui. Hein? En fait, ça doit se rapporter un peu à la même raison pour laquelle on écoute ce podcast. Ouais. Mais ça, c'était les Britanniques, hein? Parce que... Puis ça, c'est un des trucs qui a comme
fait que ça a tellement marqué les esprits, c'est que là, c'était une colonie française, puis les Français, ils faisaient pas ça, exposer les corps dans des chaînes pendant des semaines, tu sais. Mhm. Mais comme pour les Britanniques, c'était courant, puis vu que c'était nouvellement britannique, ben c'était comme la première fois que ça se faisait, fait que Fait que ça ça a a un peu... vraiment traumatisé tout le monde, tu sais. OK. Mhm. C'est pour ça que ça a été autant remarqué. Ouais, c'est ça, c'était pas courant là, de faire ça là, C'était une des pour premières fois qu'ils voyaient en ça. Puis... Nouvelle-France là, ou en France, Ah, tu sais. intéressant. Mm. L'apprentissage culturel Ouais. se fait à la dure. Donc, c'est ça, elle a été... la cage, elle a été accrochée, dans le fond, à Pointe-Lévis, fait qu'à Lévis. Alors, pour ceux qui habitent Lévis, c'est à l'intersection des rues Saint-Joseph et de l'Entente aujourd'hui. Donc, dans le vieux Lévis, là, proche du fleuve. OK. Je pourrais pas me situer. Je l'ai regardé sur Google Maps pour voir c'était où. Parce que moi non plus, Lévis, comme des bons gens de Québec, on est comme jamais allé à Lévis, vraiment. Mhm. Si seulement il y avait un troisième lien, on irait plus souvent. Faut pas croire. Ça changerait tout. Je retire mes paroles. C'est ça. Alors, le corps, il a été exposé à la vue des passants dans cette cage-là pendant 5 semaines. Hey, je te dis qu'après 5 semaines, il ne devait plus rester grand-chose. Hein? Ah, ça devait être dégueulasse. Puis, à cause que les gens avaient trop peur, ben, ils ont fini par l'enlever. C'est vraiment parce que les gens comme capotaient, là, tu sais. Fait qu'ils ont enlevé la cage, puis finalement, ils ont enterré la Corriveau dans le cimetière. Ah, Avec- elle a eu le droit à des obsèques. Oui, un peu plus digne. Ouais. OK. Et c'est en 1851 que la cage de fer elle a été découverte parce qu'elle était enterrée dans le cimetière de la paroisse Saint-Joseph de la Pointe-de-Lévis, qui est actuellement le secteur Lauson. Fait que là, les légendes sont reparties avec ça. Et ensuite, la cage, elle a été vendue aux États-Unis. Puis elle a été exposée à New York, à Boston. Elle a comme voyagé. Puis comme on avait vraiment perdu la trace de cette cage-là. Là. On savait OK. plus du tout où elle était. C'était juste comme un peu dans l'imaginaire québécois que cette cage-là existait. Ouais. Fait que c'est seulement en 2011 qu'on l'a retrouvée et rapatriée au Québec. OK. Fait que c'est ça, c'est vraiment récent. Là. Il y a comme OK, il y a OK. 11 ans là, qu'on a retrouvé la cage. Puis c'est... Oui, mais 11 ans, ça passe vite. Angela, même si t'es pas rendu là encore. Ah, c'est drôle parce que je m'étais imaginé qu'on l'avait retrouvé justement déterré ou un truc était... Mais non, elle était pas ici, puis on en a retrouvé la trace. Oui, c'est ça. Puis, ben là, c'est comme un spécialiste, là, tu sais, quand il est tombé, quand il l'a vu, il s'est dit, mon Dieu, est-ce que c'est ça? Puis là, il y a des expertises qui ont été faites pour prouver que c'était bien la cage de la Corriveau. C'est vraiment ça. OK. Ouais. Ça veut dire que c'est un châtiment qui n'était pas nécessairement si commun. Tu sais, c'est Non. pas nécessairement... Il n'y en a pas eu beaucoup là, en Amérique du ouais, Nord, c'est ça. là, tu sais. OK. Mm. Wow. Mm. Puis est-ce qu'on sait où est-ce qu'elle a été retrouvée? Aux États-Unis? C'était ou- aux États-Unis. Je l'ai lu, puis je l'ai pas écrit. Il me semble que c'était genre à Boston. Là. OK. Fait que pas si loin, en fait. Attends, veux-tu le savoir? Oui, je veux savoir. Le peuple demande à savoir. Tu vois, Angela aussi, elle veut savoir. Ah, c'est... OK, alors c'est... Je vous lis Wikipédia. Là. En 1899, la cage est donnée par les héritiers de Kimball à l'Essex Institute de Salem, qui continue d'exposer l'objet dans son musée au début du 20e siècle. Lors de la fusion de l'Essex Institute avec le Peabody Museum de Salem en 92, l'artefact passe dans les collections du tout nouveau Peabody Essex Museum, ainsi nouvellement formé. Et c'est dans ce musée qu'on la retrouve. OK, fait qu'elle n'a La pas tant bougé, Non, en fait. elle est restée tu sais. quand même proche C'est juste que l'information, géographiquement. c'est un peu perdu, Oui. puis Non, c'est ça. ça a été retrouvé ensuite. Wow. Et c'est Claudia Mendez qui était guide touristique et qui était membre du conseil d'administration de la Société d'histoire régionale de Lévis qui est tombée sur Ah ouais. l'objet puis qui s'est douté que ça pouvait être ça. Ah, c'est donc C'est bien hot. hot. T'imagines-tu de... Ah, c'est comme Hey, une information. c'était Ça prend la bonne personne au bon Mhm. endroit qui réfléchit puis qui fait « Hey, ça pourrait être... Ah, c'est donc bien intéressant comme C'est truc. hot, là. Ouais.
Mais je me rappelle que ça avait passé dans les journaux et tout, là, quand Ouais, ils l'ont c'est ça. découvert, là, parce que c'est gros, là, comme, Oui, ben c'est comme un moment découverte. Là. d'histoire ici, ça fait partie de nos légendes. Ouais. Mais oui, c'est super intéressant, Géla. Mais ça fait partie de nos histoires, tu sais, c'est les histoires qu'on raconte. En tout cas, c'est le fun de retrouver une preuve tangible Ouais, que de c'était ça. pas juste dans l'imaginaire oral, là, tu sais, dans la légende orale, là, Exact, on a comme exact. la preuve physique, tu sais. Alors aujourd'hui, la cage est conservée au Centre de conservation de Québec pour stabiliser sa dégradation causée par la corrosion. Par exemple, ça arrive des fois là, que dans certaines expositions, par exemple, au musée, le musée en bas à Québec, là, le musée de la Civilisation. civilisation, ouais, c'est ça, elle a déjà été montrée là, dans certaines expositions. Ça arrive des fois qu'ils la sortent là, OK, pour la OK. montrer. Là, fait que, à surveiller. Prochaine fois que la cage sera là, vous irez la voir. Mhm. Fait que, ben ça, c'est la vraie histoire de la Corriveau, dans le OK. fond. Puis, Fait qu'elle a tué 2 de ses elle a maris. dû... Ben, Ben, un, puis peut-être le de premier. fortes suspicions sur le deuxième. En même Ouais. temps, s'il y avait eu du plomb dans l'oreille, je veux dire, Il l'aurait vu, tu sais. ouais, peut-être, en tout cas. Mais peut-être qu'il n'y avait pas d'autopsie qui avait été faite parce que tout le monde mourait tout le temps dans ce temps-là, tu sais, je sais pas. Ouais, c'est allé trop vite avant qu'il y ait un Mhm. médecin ou je sais pas quoi, il était trop tard. Ouais, c'est ça. Mystérieux, quand Mystérieux. même. Mais c'est ça, tu sais, dans les légendes, après ça, évidemment, ça s'est amplifié. Fait que, tu sais, elle a tué jusqu'à 7 maris dans C'est les ça, ouais, légendes. c'est ça, ok. C'était une sorcière. Tu sais, ça a vraiment grossi, là. Puis aussi, là, c'est la partie, c'est ça, plus légende, là. Fait que, on raconte, là, que quand elle était dans la cage, accrochée à Lévis, ben, quand il y avait un passant qui passait, elle ouvrait ses yeux. Puis là, elle sortait ses mains de la cage, elle essayait ses mains en décomposition, puis elle essayait d'attraper les passants en chuchotant leur nom. Fait que là, c'est ça. Mais c'est ça, mais en fait, elle a été pendue, Et puis ensuite mis dans la cage, ouais, ok. Donc elle était déjà, ils l'ont était pas, déjà ils l'ont pas morte. fait mourir Non, c'est ça, elle n'est pas morte de faim dans de la cage. sécheresse ou de Ouais, je sais pas quoi. ouais, c'est ça. Non, elle a été pendue ensuite Ok, ok. hanged in chains. Intense. Et aussi, ben là, pour régler le problème de la Corriveau qui essayait d'attraper les passants, ben là, ils l'ont enterrée, tu sais, en pensant que ça allait régler le problème, mais non. Ouh. La Corriveau, elle continuait à sortir le soir, sortir de terre et se promener le long du fleuve à Lévis en demandant aux passants qu'elle croisait de l'aide pour traverser la rivière. Ah ben, Ouais. Alors peut-être qu'aujourd'hui, si vous promenez à Lévis la nuit, vous allez entendre des bruits de chaînes, des cris de torture et peut-être apercevoir la Corriveau. tom, tom, tom. Ouais. Ah, c'est drôle. Voilà. Ouais. C'est la légende de la Corriveau. Intéressant. Intéressant, mais c'est le fun d'avoir un peu les faits un peu plus vérifiés. Mhm. Puis de pouvoir démêler ça un peu de la fiction ou de la légende. Mm. C'est intéressant. Ouais. Fait que c'est ça, c'était mon histoire d'Halloween. Sinon, c'est ça. On a eu. J'ai quelques histoires un petit peu épeurantes que les gens nous ont envoyées. Des histoires. OK, vous avez demandé aux Oui, c'est auditeurs. ça, on a demandé aux ouais? auditeurs. OK, OK. OK, j'en ai une intense, qui a l'air intense, puis honnêtement, je ne l'ai pas lu encore. OK. Mais c'est un de nos auditeurs qui dit que lui, il est capable de... En fait, quand il était jeune, il recevait la visite de fantômes. Veux-tu OK. la lire? OK, ben oui, je peux faire OK. ça. Alors, ça va comme suit. Oh, est-ce que c'est de qui? C'est anonyme. Ouais, je suis pas sûre qu'il voulait être nommé, fait que gardons On ça va anonyme. l'appeler Marc-Antoine. Oui, c'est une histoire qui va faire peur, Angela. Fais attention. Lorsque j'étais petit, je voyais plusieurs enfants qui étaient malheureusement décédés et qui n'étaient pas capables d'aller vers la lumière. Mon but était de les aider à aller vers la lumière. Dans ce temps-là, j'avais environ 4 ans. Je vais vous raconter quelques petites histoires qui se sont passées. OK. Tout d'abord, je vais vous parler de ce que j'ai vécu en lien avec la disparition et la mort de Cédrica Provencher. OK. J'étais assis devant la télévision avec mes parents et il y a une photo de Cédrica qui passe et qui demande l'aide de la population afin de la retrouver. J'ai d'abord demandé à ma maman pourquoi il cherchait la petite Cédrica.
Cette dernière m'a répondu qu'elle était disparue. Et moi de répondre « Ben non, maman, ils savent qu'elle est morte. Cédrica est venue me le dire qu'elle était morte. Elle n'est pas capable d'aller vers la lumière. » Aussi, lorsque je voyais sa photo à la télévision, je disais à ma mère que la photo n'était pas représentative puisque Cédrica pleurait toujours lorsque je la voyais. Oh. Oh. De plus, j'ai aussi dit à ma mère que son corps était dans le bois près d'une route passante, car j'entendais toujours plusieurs voitures passer lorsque je discutais avec elle. Cédrica m'a aussi dit que l'homme qui l'a enlevée et sauvagement tuée avait vu Cédrica plusieurs fois avant. Ce même homme lui a fait beaucoup de mal et qu'il l'avait amenée dans une cabane rouge et qu'il l'avait séquestrée durant plusieurs jours et qu'il l'avait violée à plusieurs reprises. Ouf. Il aurait mis fin à la vie de Cédrica avec plusieurs coups de pelle. Oh my God. Mais là, ça, c'est un petit gars qui... C'est particulier Ouais, comme c'est histoire. particulier, là, ouais. Par la suite, j'ai vu plusieurs autres choses. Je regardais des photos de famille avec ma mère et j'ai pointé une personne que je n'avais jamais vue de ma vie puisqu'elle était décédée, mais j'ai dit à ma mère, « Je l'ai déjà vue, elle est avec grand-papa. Grand-papa à la peau qui brille. » J'ai aussi vu une petite fille qui était décédée dans un incendie car les pompiers n'étaient pas capables de la sauver. Je l'avais aidée à aller vers la lumière. Une autre histoire aussi. J'ai vu un petit garçon qui jouait au football qui m'avait dit de profiter de ma vie et profiter de pouvoir jouer au hockey car j'allais mourir à 7 ans. J'avais Hey! 4 ans. Vers mes 6-7 ans, j'ai reçu un diagnostic que j'allais mourir. À savoir que j'ai maintenant 19 ans et que j'ai une maladie auto-immune qui me suit depuis toujours. Si vous voulez en savoir plus sur ma maladie, écrivez mon nom sur Google. Hey! Oh my God. Dans ma jeunesse, j'allais très souvent à l'hôpital. Puisque j'habite dans le Bas-Saint-Laurent, je devais faire beaucoup de voitures pour aller au CHUL à Québec ou bien à Sainte-Justine. Lors d'un voyage vers l'hôpital, j'ai dit à ma maman que j'avais vu un petit garçon qui s'appelait Alexandre. Je ne me souvenais plus de son nom de famille, mais je savais que c'était Liv. Sachant que je suis né en 2003 et que j'avais seulement 4 ou 5 ans, j'avais aucune idée de qui était le petit homme. Ma mère a tout de suite pensé au petit Alexandre Livernoche. Je disais à ma mère que le garçon n'était pas en mesure d'aller vers la lumière. Je disais à ma maman qu'Alexandre ne pouvait pas aller vers la lumière car sa maman, mais surtout son père, avait beaucoup trop de colère et cela l'empêchait d'aller vers la lumière. Ce qui a le plus marqué ma mère, c'est le fait que je lui dise « Le petit garçon m'a montré un trou de sable et il m'a dit que le monsieur lui avait fait beaucoup de mal et des choses horribles. » Je voyais aussi de la corde lorsque je voyais Alexandre. C'est comme tout. Alexandre a été retrouvé dans un truc de sable, une sablière. Ah ouais. Ouais. Tout ça est tellement étrange. Vraiment. J'ai des frissons. Je sais pas comment. Hi, c'est étrange. Finalement, lorsque j'étais petit, je voyais les auras, les âmes des autres, mais je voyais souvent des enfants. Il y a aussi plusieurs choses que j'ai fait et dit lorsque j'étais jeune qui étaient reliées au paranormal. À ce jour, je ne vois plus rien, mais je sens parfois des choses dans des endroits où je vais, mais ce n'est pas très fréquent maintenant. Merci beaucoup de votre temps. Mystère, mystère. PS, merci à ma blonde d'avoir écrit le texte et aussi de m'avoir fait découvrir votre podcast. On remercie ta blonde aussi. Oui, merci à ta blonde. Wow, quelle histoire. Hey, c'est... Ouf! Quelle histoire. C'est intense. C'est épeurant. Mais c'est toujours, tu sais, je veux pas remettre en doute la parole de la personne, tu sais, mais... Mais tu crois pas trop aux esprits, tu sais. Ben, pas spécialement, tu sais, puis on n'est pas amené à... On n'est pas amené à croire ces choses-là ou à les vivre non plus. C'est toujours une question. Tu sais, des fois, on plonge dans une histoire, on plonge dans un livre, un film, puis là, on dirait qu'on accepte que ça se peut, puis après ça, on retombe dans la réalité, puis on fait comme « Ouais, non, ça se peut pas. Mais peut-être que ça se peut. Ouais. Je sais pas si je crois aux esprits. Genre, en fait, j'y crois pas. Puis là, des fois, je lis des histoires de même, je suis là, ouh, puis là, ça me donne des frissons, puis là, j'y crois un peu. Mais après ça, je suis comme, ben non, j'y crois pas. Je suis comme, je sais pas. Je sais pas où me situer. Mais c'est ça, j'y crois pas, mais j'aime vraiment ça, entendre des histoires de même. Ouais. Ben, ouais, moi aussi, ça m'intéresse. Mm-hmm. C'est sûr que c'est toujours intriguant, tu sais. Ouais. OK, j'en ai une plus légère. OK. Angela jase. Ouais. Elle est de bonne humeur. OK. Alors, celle-là vient de Océane. Elle dit, OK, dans le fond, c'était le party de fête pour mes 16 ans. J'avais plusieurs amis qui étaient venus chez moi pour le party, mais l'une d'elles pouvait juste venir vers 19h. Alors, vu qu'il faisait noir, moi et toute ma gang de filles, 6 ou 7, je me souviens plus, on décide de prendre une marche pour aller la chercher. Elle était pas loin, environ 15-20 minutes de marche.
Lorsqu'on arrive chez elle, on décide de marcher et de se rendre dans un parc pour niaiser. Pendant qu'on marche, on remarque qu'une voiture roule vraiment pas vite et que l'homme à l'intérieur nous fixe. On trouve ça bizarre, mais bon, on continue. Après être arrivé au parc, l'homme repasse et il va repasser et s'arrêter devant le parc genre 4-5 fois. Là, on avait la chienne. On décide de... C'est une gang de petites filles. Ouais, ça fille fait de peur. 16 ans. Ça fait peur. Ouais. On décide de repartir quand on le voit s'en aller. Mais là, il repasse à côté de nous. On court se cacher dans une haie de cèdre. Je vous rappelle qu'on est 7 filles de 15-16 ans dans une haie de cèdre. Lol. Après qu'il nous a vus cachés, il fait demi-tour pour venir nous rejoindre. On court dans la cour arrière d'une maison qu'on connaît pas. Nos téléphones n'avaient plus de batterie, évidemment. Une de mes amies, en crise de panique, décide d'aller cogner à la porte arrière de la maison où on était cachés. Le monsieur nous laisse entrer chez lui et on essaie de lui expliquer ce qui se passe. Et on est tout effrayés. Bref, il finit par comprendre, me passe un téléphone et j'appelle ma mère. Ma mère arrive avec mon beau-père parce qu'on était trop pour une auto. Pendant qu'on explique ce qui nous est arrivé, le monsieur repasse à côté de nous. On gueule à mes parents que c'est lui. Ma mère embarque dans les chars et on le suit full vite parce qu'il essaie de s'enfuir. On finit par le coincer devant chez lui. Il ne veut pas sortir de son auto jusqu'à temps qu'une femme sorte de la maison en pyjama One Piece multicolore pour nous crier après. Ma mère, super fâchée, lui crie aussi après. Bref, le gars disait qu'il jouait à Pokémon Go. Non. Et la femme critique ma mère d'avoir laissé des jeunes de 16 ans sortir le soir à 20h. Voilà, on est reparti traumatisés, mais en vie, lol. Le stalker de Pokémon Go. Ouais. Elle est bonne, celle-là. C'est très drôle. Ça se peut vraiment qu'il jouait à Pokémon Go, tu sais. On va lui donner le bénéfice du ça doute. se pourrait aussi que c'était un freak. Mais en même temps, tu sais, si t'es un agresseur, tu vas peut-être pas t'essayer sur genre une gang de filles. 7 personnes, ouais. C'est pas c'est très... Je pense qu'il y a plus de chances qu'il joue à Pokémon Go. C'est drôle. Voilà, ça m'a bien fait rire comme histoire. C'est un peu épeurant, mais finalement... Oh! Bon, fait que là, dernière histoire du public, de Isa, cette fois-ci. Alors voici mon histoire effrayante. Un soir de l'automne 2010, alors que mon premier bébé dormait enfin, j'avoue que ce bébé-là ne dormait pas vraiment à mon grand désespoir de nouvelle maman, j'ai décidé de me détendre dans un bain chaud avec de la mousse, des chandelles, pis tout. Mon chum travaillait et j'étais vraiment heureuse d'avoir un peu de me time. Fait que je me détends dans le bain pour la première fois depuis avoir accouché, puis ça fait vraiment du bien. Au bout de quelques minutes, ma poignée de porte de salle de bain, tu sais, les modèles de poignées pas rondes mais allongées, là, ma poignée se met à bouger. Clac, 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 pendant une bonne quinzaine de secondes qui m'ont paru pas mal plus longues. J'étais toute seule à la maison avec mon bébé. Cassez ça. Ajoutez votre gros mot favori ici. Je ne me rappelle pas précisément lequel j'avais laissé échapper à ce moment-là. On ira pour géritol. Cassez ça, géritol. J'ai jamais sorti aussi vite d'un bain, genre ever. J'ai allumé des lumières, je me suis enroulé dans une serviette, puis je me suis mise à gogosser avec la poignée pour voir si le mécanisme n'était pas coincé ou quelque chose du genre qui pourrait expliquer rationnellement ce qui venait de se passer, mais rien. J'ai eu la chienne, puis pas à peu près. Ça a pris au moins 6 mois avant que je reconsidère que prendre un bain, c'est une activité relaxante. Je comprends. C'était peurant. Ah, c'est tellement étrange. Vraiment. Mais toi, ça t'es-tu déjà arrivé des affaires de même? Je sais pas. Moi, j'ai 2 trucs. Je suis sûr que j'en ai déjà vécu, mais que je les ai oubliés, tu sais. Ouais. Ou que je les ai pas, je sais pas. Vite comme ça, il m'en vient pas, là. OK, moi, à Mané, je pense que j'avais à peu près 11 ans. J'étais dans le sous-sol chez mes parents, puis mes parents étaient partis genre à l'épicerie. J'étais assez grande pour rester un peu toute seule, là, pas trop longtemps, mais... Puis, fait que j'étais toute seule dans la salle de jeu au sous-sol, puis j'étais avec mon chien Toufou. Toufou repose en paix, le meilleur chien de la Terre. Et là, mes parents étaient pas là. Puis à un moment donné, j'entends des pas à l'étage. Puis je suis pas folle parce que Toufou a relevé la tête puis a écouté à ce moment-là. Lui aussi, il a entendu. Tu sais, il dormait, tu sais, il faisait rien depuis comme 10 minutes, tu sais. Puis là, j'ai entendu des pas puis il a levé la tête. Hein? Il y avait personne dans la maison. Mes parents sont venus genre 20 minutes plus tard. Mais t'es pas allé Je vérifier. suis pas allée vérifier, j'étais traumatisée. Et ça se peut-tu que quelqu'un était rentré à ce moment-là?
Ben, il y avait personne de rentré, là. Ouais, mais tu sais, la porte était-tu barrée? Quelqu'un est rentré, puis il est ressorti. Tu sais. Ouais, qui aurait rien volé, tu sais. Ah, c'est bizarre. Ouais. Qu'il y a ça. Puis, il y a un autre truc qui est là. Ça, mettons, ce que je viens de te conter, je sais que ça s'est vraiment passé parce que je t'ai réveillée, puis, tu sais, tout fou était là pour me prouver que j'étais pas folle. Mais l'autre, celui-là que je vais te raconter, ça, je sais. Ma tête, quand j'étais petite, j'étais sûre que j'étais réveillée quand c'est arrivé, mais maintenant, quand j'y pense rationnellement, je suis comme peut-être que je dormais, tu sais, je sais pas. Que c'était comme un rêve. Ouais, c'est ça. Mais écoute, j'étais dans mon lit en haut, puis j'essayais de m'endormir et moi, il y avait un garde-robe dans ma chambre, puis je savais que dans mon garde-robe, il y avait la trappe qui menait au grenier. OK. Puis, écoute, j'étais dans mon lit et la porte de garde-robe s'est mise à shaker, là. Comme si quelqu'un était à l'intérieur puis frappait dedans. Oh my God. Pendant, là, je sais pas combien de temps, là, mais tu sais, un bon 30 secondes, je sais pas. J'étais dans mon lit, là, traumatisée. Tu sais, genre, je me suis cachée sous les couvertes puis j'ai pas bougé, là. Je sais, tu sais, je devais avoir peut-être 7 ans, à peu près. Puis, mais tu sais, quand j'y repense, là, moi, je suis sûre que j'étais réveillée, tu sais. Puis j'en ai parlé à mes parents le lendemain, puis je leur ai dit, puis mes parents étaient là, ben, c'était peut-être le vent. J'étais comme, voyons, le vent. Le vent dans mon garde-robe. C'est ça, non. C'est jamais réarrivé, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, je suis comme, ben, peut-être que je dormais, puis c'était juste un cauchemar. Un espèce de rêve. Mais, tu sais, sur le coup, moi, j'étais réveillée, puis ça se passait, tu sais. Ouais. C'est mes deux trucs d'esprit, là, bizarres. Ah, c'est drôle. Ouais. Je suis sûr que les gens en ont plein. Là. Il faudrait qu'ils vous les envoient. Ben oui, c'est ça. Envoyez-nous-en plus. Là, au pire, on va les accumuler, puis à un moment donné, on en lira. Ouais, ça peut être ça, une histoire de fantôme. Ouais, tu sais, là, c'était l'épisode d'Halloween. Là. On en a lu quelques-uns, mais tu sais, on peut en lire d'autres. Là, Ouais, voilà. Épisode d'Halloween, un peu plus ésotérique. Mais oui, plus fantomatique. Plus fantomatique que d'habitude. C'est drôle. Ça fait moins peur, finalement. Ouais, c'est moins épeurant les fantômes qui existent peut-être que les vrais monstres qui tuent des gens et des enfants. Puis qui habitent à côté de chez toi. Ouais. Voilà. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Merci, Anthony, d'avoir fait ça avec moi. Et joyeuse Bin Halloween. Bin Halloween. Joyeuse Halloween. Joyeuse Halloween. Joyeuse Halloween. Très bien, ça, c'est bien. Ouais. Mais là, moi, il faut que je te tape sur les doigts. Tu n'as pas fait ta promotion. Il faut dire aux gens d'aller voir, aimer le podcast sur Facebook, sur Instagram. Il y a une page Patreon aussi, si vous voulez encourager les filles. Si vous voulez avoir les épisodes à l'avance, si vous voulez entendre des épisodes bonus. Le premier bonus est sorti. C'est une histoire de true crime. Le meurtre de Chloé Bellumeur-Lemay. Si vous voulez écouter son histoire, il faut s'abonner à notre Patreon. Le prochain, ça va être un spécial sur les Dubois là, pour ajouter de l'information. Là, depuis qu'on a fait l'épisode, il y a beaucoup de monde qui nous ont écrit. Là, on va en rajouter là-dessus. Mais là, prépare ça. Avec, ouais. Super, donc la page Patreon, puis sinon, ben... On a toujours un PayPal aussi, si jamais vous voulez nous encourager par là, puis continuez à nous écrire. Il y a des gens qui en envoient par PayPal, c'est toujours très apprécié. Ben oui, vraiment, vraiment. Oui, d'ailleurs, shout-out à notre ami Carl de la Suisse. Oui. Oui, allô. Puis, qu'est-ce que je dis? Ben, parlez-en à vos amis, aux gens que vous aimez, qui pourraient s'intéresser au podcast, puis... Oui. Dites-leur que c'est le meilleur podcast au monde! Ouais! Voilà, faites tout ce qu'Anthony vous dit. C'est ça, moi j'ai les forces parce que là, Hélène n'a fait jamais de promotion. Puis là, je suis non, comme, c'est pas vrai que je fais jamais de promotion. T'en fais un peu. Un peu, quand même. Mais je trouve que vous vous vantez pas assez. OK, on va se vanter plus. OK, bon ben, alors merci Binkou et à la bine prochaine. Merci tout le monde, à la semaine prochaine. Bye! Bye!